So, werte Anwesende, bis vorhin war ich eigentlich überhaupt nicht nervös, aber wenn ich das Publikum jetzt betrachte, merke ich, dass es um sehr vieles geht. Es freut mich sehr, heute Abend hier im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus mich zu den Zusammenhängen zwischen struktureller Rassismus und Bildung äußern zu können. Einerseits erachte ich als Pädagoge sehr zentral, dass die Thematik klarer aufgezeigt wird. Andererseits ist es mir als direkt Betroffener von Rassismen im Bildungswesen auch sehr zentral, meine Gedanken- und Gefühlswelt diesbezüglich kundtun zu dürfen. Bevor ich zum Inhalt des Referats mich äußere, möchte ich mich für die Einladung herzlich bedanken. Ich weiß nicht, ob Sie bereits erfahren haben, ich bin ja Schulleiter von der einzigen antirassistischen Schule in der Schweiz. Haben Sie geglaubt? Schön wär's, aber die Tatsache ist, ich muss schnell zurückschauen, genau. Es gibt keine Schule ohne Rassismus. Das heißt aber nicht, dass dagegen nichts unternommen werden kann. Weshalb die Schule nicht von Rassismen befreit ist, hoffe ich, dass wir in den nächsten Minuten näher betrachten werden können. Gerne möchte ich auch bereits vorwegnehmen, wenn ich über Rassismus spreche, dass ich sicherlich People of Color meine, aber auch weitere Menschen inkludiere, welche aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Herkunft Rassismus erfahren. Um dieser Frage nachgehen zu können, möchte ich gerne als erstes auf Begrifflichkeiten eingehen und dabei die Ausdrucksformen des Rassismus bzw. rassistischen Diskriminierung aufzeigen. Als wichtig erachte ich auch in diesem Zusammenhang aufzuzeigen, was mit struktureller Rassismus konkret gemeint ist. Danach werde ich das Beispiel anhand von Lehrmitteln in der Volksschule näher zeigen und dann mit Beispiel aus eigener Biografie auf die Thematik eingehen. Am Schluss kommen noch Lösungsvorschläge, wie Bildungsinstitutionen mit der Problematik umgehen können. Ausdrucksformen des Rassismus bzw. der rassistischen Diskriminierung hat verschiedene Ebenen. Wir sprechen von Alltagsrassismen, da würde ich davon ausgehen, dass das eine Mikroebene ist. Das ist eher eine Interaktion zwischen Menschen oder kleineren Gruppen. Dann auf Mesoebene, auf institutioneller Ebene sind dann Organisationen, Unternehmen gemeint oder eben Vereine, wo die Abläufe oder Prozesse nicht sehr durchdacht sind. Und dann struktureller Rassismus, was am wenigsten greifbar ist von diesen Rassismen. Da geht es um die Gesamtgesellschaft, damit ist Politik gemeint, Justiz, Kultur und vor allem Denkmuster, die nicht einfach so schnell und einfach greifbar sind. Gerne möchte ich das Ganze mit einem kleinen Beispiel aufzeigen. Wenn Mahmoud bei Frau Müller nicht ins Gymnasium kann, weil sie das nicht will, da er dunkelhäutig ist, würden wir von einem Alltagsrassismus sprechen. Nicht weiße Kinder schaffen in der Schule XY den Schritt ins Gymnasium viel weniger als weiße Kinder, dann könnte man das als institutioneller Rassismus anschauen. Und wenn unser Bildungssystem interne Mechanismen und Strukturen besitzt, wobei People of Color systematisch benachteiligt werden, dann sind wir auf struktureller Ebene. Wichtig ist auch zu erwähnen, egal ob es Alltagsrassismen sind oder institutionelle Rassismen, dass immer gewisse Strukturen dahinter stecken.
dann möchte ich gerne auf Definition eingehen. Struktureller Rassismus ist nicht etwas, das wenige Menschen oder Institutionen praktizieren. Stattdessen ist es ein Merkmal der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systeme, in denen wir alle existieren. Struktureller Rassismus führt zu Ausgrenzung und sozialer Ungleichheit. Wie bereits erwähnt, wenn ich eine rassistische Handlung ausübe, dann würden wir von Alltagsrassismen sprechen. Wenn meine Schule eine rassistische Handlung institutionalisiert hat, von institutioneller Rassismus. Und wenn es eben sozial, wirtschaftlich, politisch vom System vorgegeben wird, dann wären wir bereits auf struktureller Ebene. Die Betroffenen werden beispielsweise eben hier vom Bildungssystem benachteiligt und laufen dadurch Gefahr, mehr von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein als Angehörige der Mehrheitsbevölkerung. Diese Form der Ausgrenzung wird auch ökonomische Segregation genannt. Diesen Punkt erachte ich auch als sehr relevant, weil im Kern der Rassismen immer eine Herrschaftsgedanke, eine Hierarchisierung vorliegt. Die Betroffenen der strukturellen Rassismen werden in der Regel systematisch gedrängt, neue Bildungsverlierer zu reproduzieren. Beispiele. Ich versuche nun mit ein paar exemplarischen Beispielen struktureller Rassismus im Bildungswesen näher zu bringen. Als erstes möchte ich auf das eingehen, was die Bildung inhaltlich ausmacht, nämlich die Lehrpläne. Im Volksschulbereich wurde in der Deutschschweiz mit dem Lehrplan 21 und in der Westschweiz Plan d'études romande mutig und reformpädagogisch gehandelt. Beim Vorbereiten des Referats habe ich mir beide Lehrpläne angeschaut, zum herausfinden, wie oft das Rassismus in diesen zwei neuen Lehrplänen vorkommt, nämlich gar nicht. Respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden, wird bei beiden Lehrplänen als eine mögliche Überkompetenz aufgezeigt. Wenn man sehr naiv ist, könnte man hier eventuell von Antirassismus sprechen. Ich möchte nicht behaupten, dass die Lehrpläne dadurch rassistisch sind. Jedoch werden durch die Ignoranz der Thematik schon eine Aussage vermittelt, nämlich dass Rassismus nicht existiert. Hier möchte ich die Frage aufwerfen, ob so vielleicht nicht struktureller Rassismus sogar vorangetrieben wird. Ausbildung von angehenden Lehrpersonen, Weiterbildung von Lehrpersonen. Es scheint mir sehr wichtig zu sein, dass angehende Lehrpersonen bereits in der Ausbildung antirassistische Kompetenzen sich aneignen und auch kritisch mit dieser Frage umgehen sollten. Des Weiteren braucht es für LehrerInnen adäquate Weiterbildungen, um dieser gesellschaftlichen Realität gewappnet zu sein. Jedoch sind die pädagogischen Hochschulen, ich weiß, dass LehrerInnenausbildung in Fribourg direkt an der Uni angeboten wird, nicht genug sensibel, um den strukturellen Rassismus vorbeugen zu können. Selektionsmechanismen und Notengebung. Dass Schulnoten messbar sind, ist eines der größten Illusionen in der Bildungslandschaft oder in unserer Gesellschaft. Den gleichen Test können 4 verschiedene Lehrpersonen korrigieren und die Benotung wird wahrscheinlich jedes Mal anders aussehen. Obwohl die Lehrpersonen, ich bin davon überzeugt, sehr neutral dieser Frage begegnen und die SchülerInnen möglichst unabhängig von ihrer Herkunft realisieren oder dem begegnen, gibt es trotzdem große Diskrepanzen. Wenn ich von Aisha aus der bildungsfernen Familie, welches ein Kopftuch trägt und dunkelhäutig ist,
als Lehrperson beim Mathe-Test eher die Erwartung habe, dass er eine knapp genügende Note erreichen wird, wird sie auch eher eine knappe Note erreichen. Wenn ich jedoch als Lehrperson von Maximilian, wessen Eltern AkademikerInnen und BioschweizerInnen sind, eher zu der oberen Mittelschicht angehören, erwarte, dass er beim gleichen Mathe-Test eine sehr gute Note erreichen wird er dies auch eher erreichen. Hier sprechen wir von einer selbsterfüllenden Prophezeiung, was vielleicht anschließend Patricia dann eher aufzeigen kann. Dazu kommen zusätzlich die Selektionsmechanismen bereits in der Volksschule, wo es sehr stark wieder um die soziale Frage geht. Noch einmal stärker geprägt als bei den Noten ist hier die Zuschreibung und Zuteilung. Nicht akademisierte MigrantInnenkinder werden viel eher in das Realniveau eingeteilt als Kinder ohne Migrationshintergrund. Hier kann man sich natürlich vorstellen, dass die Ressourcen, sei es finanziell oder bildungsspezifisch, auch eine Rolle spielt. Das stimmt auch. Es gibt aber auch bereits Studien, dass ins Gymnasium nicht Kinder mit dem größten Erfolg schaffen, sondern die mit den größten Ressourcen zu Hause. Es gibt aber auch, genau, das habe ich erwähnt, Wahrscheinlichkeit der People of Color oder Kinder mit einer Herkunft aus einem Nicht-EU-EFTA-Land ins Gymnasium zu schaffen, ist noch einmal kleiner. Hier kann von struktureller Ausgrenzung, genauer genommen auch Rassismus, gesprochen werden. Genau. Schulische Ressourcen für die Integration, da habe ich wirklich ein Paradebeispiel. Das Beispiel bezieht sich auf die aktuelle Situation in der ganzen Schweiz, aber das ist jetzt spezifisch auf Kanton Bern bezogen. Wenn ein Kind bisher neu in die Schweiz eingewandert ist mit den Eltern oder alleine und eingeschult wurde, erhielt die Schule für das Kind in der Regel 20 Lektionen zusätzlich, um den Spracherwerb zu forcieren. Für die ukrainischen Kinder erhalten die Schulen jedoch pauschal 40 Lektionen, also das Doppelte. Nebst dem gibt es für Klassen, wo zusätzlich ein ukrainisches Kind unterrichtet wird, pro Woche, Sie haben richtig gehört, pro Woche 6 Lektionen Klassenhilfe. Bei einem Kind aus Somalia oder Syrien gibt es diese Ressourcen nicht. Auch dieses Beispiel zeigt den Charakter der strukturellen Rassismen auf. Gerne möchte ich auf Lehrmittel eingehen. Ich bin unter anderem Geschichtslehrer und habe 10 Jahre Geschichte unterrichtet, deshalb kenne ich mich in diesem Bereich auch aus. Geschichtsbücher in der Volksschule sind sehr eurozentrisch geprägt. Wir haben ja bereits erfahren, dass im Lehrplan 21 Rassismus als Thema nicht sichtbar ist. Jedoch kamen mit dem neuen Lehrplan auch neue Lehrmittel auf den Markt. Unter anderem 2 Lehrmittel für den Geschichtsunterricht an der Oberstufe. Beim ersten Lehrmittel wird Rassismus nur mit der Nationalsozialismus in Verbindung gebracht. Die koloniale und imperialistische Ausbeutungsgeschichte der Europäer in Afrika ist jedoch überhaupt nicht ersichtlich. Dies ist aber nicht etwas Neues. Geschichtsunterricht in der Volksschule ist sehr eurozentrisch geprägt und fokussiert sich primär auf die Aufklärungsgeschichte in Europa. Die Reformation, die Französische Revolution, Menschenrechtskonvention sowie die Industrialisierung werden indirekt als eine Rechtfertigung der übergeordneten Zivilisation geschildert. Diese Hierarchisierung der Zivilisationen und fehlende Reflexion über eigene Vergangenheit legitimiert auch Herrschaftsstrukturen. Trotzdem kam etwa vor 15 Jahren ein Geschichtslehrmittel auf den Markt, welches auch wenn
es nur 2 Doppelseiten sind, die rassistische Geschichte Europas aufzeigt. Gerne möchte ich dies mit einem Bild aus diesem Lehrmittel veranschaulichen. Hier ist ein Werbeplakat aus dem Jahr 1896 in Genf ersichtlich, welches an der Landesausstellung People of Color zur Schau stellt. Mit der Narrativ der eigenen Geschichte wurden und werden die SchülerInnen so indoktriniert, dass Rassismus bei uns nicht wirklich existiert hat. Gerne möchte ich auch 2 Beispiele aus meiner eigenen Biografie aufzeigen. Im Kindergartenalter hatte ich mich für das Kopftuch meiner Mutter geschämt. Damals konnte ich nicht wirklich erklären, weshalb. Im Teenageralter, als ich mich das erste Mal damit auseinandersetzen konnte, war die plausible Erklärung in erster Linie wahrscheinlich, weil sie anders aussah als andere. Jedoch habe ich dann Jahr für Jahr immer mehr gemerkt, dass es auch mit dem Bild der fortschrittlichen, modernen Mensch zu tun hatte. Diese Selbstverleugnung, internalisierter Rassismus war eine Indoktrin unserer Gesellschaft. Sie fragen sich, was dies mit struktureller Rassismus im Bildungswesen zu tun hat. KopftuchträgerInnen dürfen in der Schweiz nach wie vor nicht unterrichten. Wenn ich in der gleichen Familie als Frau aufgewachsen wäre und mich für den Kopftuch entschieden hätte, wäre es gar nicht möglich, als Lehrperson oder Schulleiter mich zu betätigen, beziehungsweise mich dazu ausbilden zu lassen. Dass ich heute da stehe, ist ein reiner Zufall, dass ich als Mann in dieser Familie aufgewachsen bin. Das zweite Beispiel. Im Kanton Bern werden die Kinder ab der 7. Klasse in 2 Leistungsgruppen selektioniert bzw. eingeteilt, nämlich die Realgruppe. Hier handelt es sich um Grundanforderungen. Die zweite Gruppe ist die Sekundargruppe, wobei die SchülerInnen erweiterte Anforderungen erfüllen müssen. In unserer Klasse im Jahr 1999, wenn ich mich nicht täusche, waren wir nur 2 Kinder mit Migrationshintergrund, welche die Gruppe der erweiterten Anforderungen erreicht hatten. Als ein Mitschüler aus der Sekundarklasse die Klassenlehrerin fragte, ob er denn eines Tages Medizin studieren könnte, bestätigte dies die Lehrerin. Sie hatte dann einzeln aufgezählt, wer was studieren könnte. Die Mitschülerinnen wurden Reihe nach aufgerufen und ihnen mitgeteilt, dass sie eines Tages Lehrpersonen, Architekten, JuristInnen sein werden. Als mein dunkelhäutiger Kollege und ich an der Reihe waren, hat die Lehrerin gemeint, dass aus uns ganz sicher nichts sein wird und wir nichts erreichen werden. In erster Linie war es für uns 2 nicht verständlich, weshalb die Lehrerin uns so begegnete. Es war schmerzhaft, erniedrigend und unverständlich. Heute, wenn ich zurückschaue, habe ich immer noch das Gefühl von Ohnmacht. Man könnte den Diskurs hier auf Alltagsrassismus herunterbrechen, da es sich primär um eine Interaktion zwischen der Lehrperson und 2 Schülern handelte. Jedoch wäre es wahrscheinlich korrekter, von einer institutionellen Rassismus auszugehen, da es um eine Praktik in einer Bildungsinstitution handelte. Wenn aber genau hingeschaut wird, ging es konkret um strukturellen Rassismus. Es handelte sich nämlich um ein Denkmuster bzw. eine Kultur, welches widerspiegelte, dass Kinder mit Migrationshintergrund weniger erreichen sollten oder müssen. Als Nebenbemerkung möchte ich auch erwähnen, dass dieser Kollege, welcher nichts erreichen hätte sollen, an der ETH Zürich in Chemie doktoriert hat. Ende der Geschichte.
Wäre natürlich schön, wenn man die Geschichte so beenden könnte. Wenn ich diesen Kollegen heute bei einem Café begegne, stellen wir uns nach wie vor die Frage, ist aus uns etwas geworden? Die Nachschmerzen von solchen Erlebnissen lassen einem nicht einfach los. Auch nach all diesen Jahren denkt man darüber nach. Wir können durch unsere privilegierte Situation die Betroffenheit ein wenig relativieren. Die Frage ist für mich, was macht struktureller Rassismus bzw. Ausgrenzung mit Menschen, welche die strukturellen Hürden nicht überwinden können? Da kann vielleicht Patricia die Frage beantworten. Ich habe nämlich keine Antwort dafür. Gerne möchte ich zum Schluss noch auf mögliche Lösungsvorschläge eingehen. Dazu hat Professor Dr. Karim Fereidoni aus Köln viele gute Ideen. Wichtig ist sicherlich in erster Linie nicht zu schweigen, da strukturelle Rassismen nicht immer sehr einfach ersichtlich sind. Braucht es unbedingt, dass sie sichtbar gemacht werden. Ohne Diskurs kommt man sicher nicht weiter. Es braucht in den Bildungsinstitutionen personelle und finanzielle Ressourcen, um dieser Problematik nachgehen zu können. So können Weiterbildungsangebote realisiert und das Problem auch systematisch angegangen werden. Es braucht städtische, kantonale Beschwerdestellen. Oft werden Erfahrungen gemacht, jedoch verdrängt, da es keine institutionelle Ansprechgruppen oder Personen gibt. Stellenausschreibungen in den Bildungsinstitutionen können angepasst werden, zum Beispiel, dass explizit People of Color oder Menschen aus Nicht-EU-EFTA-Ländern gesucht werden. Vielfalt im Lehrerinnenzimmer existiert, dem sollte man mit Vielfalt im Klassenzimmer begegnen. Oder im Lehrerinnenzimmer begegnen, pardon. Mit Karrierefördermaßnahmen können auch Menschen, die eben systematisch benachteiligt wurden oder werden, für Kaderstellen in den Bildungsinstitutionen ermutigt werden. Es wäre auch sinnvoll, Projektwochen in den Schulen zu institutionalisieren, themenspezifisch immer wieder zu wiederholen, damit Thematik auch im Kollegium, auch bei den Eltern immer wieder aktuell bleibt. Ich bin sehr fest überzeugt, dass wir bezüglich dieser Thematik gesellschaftlich weiterkommen werden. Jedoch ist noch ein langer, steiniger Weg vor uns. Ich möchte mich hier bei allen Beteiligten, welche sich tagtäglich für die Vielfalt gegen Rassismen einsetzen, über ihr eigenes Handeln reflektieren und weiterkämpfen, von Herzen bedanken. Danke für die Aufmerksamkeit. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie vraiment mon collègue Fouad Kocher pour sa présentation. Comme vous avez entendu au départ, je suis physiothérapeute et thérapeute psychocorporel, je suis aussi traumathérapeute et je travaille donc avec le corps. Le langage du mental, de la tête, ce sont les mots et le langage du corps, ce sont les émotions et les sensations. Donc pendant ma conférence, à plusieurs reprises, je vais vous inviter à aller plus à l'intérieur de vous et aller sentir et aller accueillir en fait ce qui se passe en vous. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de bien vous installer sur votre chaise, de trouver une position confortable. Si vous avez besoin de respirer, si vous avez besoin de bouger un peu, faites-le.
Si je vous propose, en début de cette conférence, de trouver une position confortable, c'est que le sujet du racisme est un sujet inconfortable. Et que je vous invite à accueillir cet inconfort s'il apparaît. Ça peut être une émotion qui est désagréable, ça peut aussi être, je ne sais pas, une sensation que vous avez dans votre corps où ça serre, où vous avez de la peine à respirer. Accueillez-le pendant un moment. Ça ne veut pas dire que vous devez y rester. Vous pouvez tout à fait revenir à votre position confortable. Mais ce sera l'idée, c'est que vous puissiez faire des allers-retours entre un moment plus tranquille et confortable et des moments d'inconfort. Parce que comprendre, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour que quelque chose change. La prise de conscience, si elle se fait au niveau du mental, ça reste quelque chose de théorique et je dirais que ça reste au niveau des bonnes intentions. Mais s'il n'y a pas aussi une prise de conscience qui est complète, qui se fait aussi au niveau des émotions et au niveau de notre ressenti, il y a très peu de chances que quelque chose puisse vraiment changer. Donc c'est un petit peu ce voyage-là et cette expérience que je vous propose lors de cette conférence. Ouais. Alors je suis partie de notre premier postulat que si vous vous êtes inscrit pour cette conférence et si vous êtes là, c'est que le sujet du racisme vous intéresse. Donc le racisme structurel existe en Suisse aussi dans l'éducation. C'est un système de hiérarchisation selon des critères socialement transmis. Et par rapport à notre humanité, nous sommes toutes et tous perdants. Donc je pense qu'avec ça, vous êtes d'accord avec moi. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de sentir ce que ça vous fait. Pas seulement de le savoir, mais de quelle manière ça vous touche ou ça fait quelque chose en vous. Et alors, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, d'accord ? Ne rien sentir, c'est aussi une sensation. C'est juste être plus à l'écoute par rapport à ce qui se passe en vous. Il peut aussi y avoir des phrases qui viennent, mais c'est de faire cette petite introspection sur des choses qui paraissent évidentes, mais qui ont un effet sur toutes et tous. Et de nouveau, si ça devient intense, si ça devient confortable, vous pouvez bouger, vous pouvez respirer, vous pouvez vous réinstaller à n'importe quel moment. Pardon. Le deuxième postulat que j'ai posé, c'est que, une fois encore, si vous êtes ici, c'est que vous êtes non seulement intéressé par le sujet du racisme, mais vous souhaitez que quelque chose change. Et comme je vous disais, pour changer, c'est important d'inclure toutes les parties qu'il y a en nous, pas seulement la compréhension. Et là, j'ai posé la phrase que nous avons toutes et tous une partie de racisme internalisé, aussi bien les personnes blanches que les personnes racisées. Le regarder en face est inconfortable, mais on peut apprendre de cet inconfort. Et vous verrez à la fin de la conférence s'il y aura un petit quelque chose qui sera passé pour vous ou pas. Alors là, il y a le terme clean pain. Après, sur un autre dia, vous verrez qu'il y aura le terme dirty pain. Je ne l'ai pas traduit en français parce que je ne trouve pas de terme qui correspond vraiment à
clean, c'est propre, dirty, c'est sale. Mais probablement que vous comprendrez un petit peu plus quand je présenterai qu'est-ce que c'est cette clean pain et dirty pain. C'est comment dire, pas un concept, mais c'est quelque chose qui a été mis sur pied, ou qui a été décrit par un thérapeute afro-américain qui travaille, qui s'engage beaucoup dans tout ce qui est conflit, et qui s'engage aussi dans tout ce qui est racisme, pas seulement auprès des personnes descendantes afro-américaines, mais aussi toute personne qui est concernée par le racisme aux États-Unis. Aussi, il travaille aussi avec des personnes blanches et il travaille avec tout les corps de police qui sont directement concernés aussi. Dans le clean pain, la première chose, c'est que c'est une douleur qui répare et qui permet de grandir. Là, j'ai noté posture redressée. Pour moi, ça va avec quelque chose qui est lié à la dignité. Ensuite, cette douleur vient quand je fais face à ce que je ne veux habituellement pas affronter. Alors là, vous pouvez probablement faire référence à des situations de votre vie qui peuvent être pas du tout seulement dans le cadre du racisme, mais qui peuvent être difficiles, qui peuvent être compliquées, qui peuvent être justement inconfortables. Et je ne sais pas si vous connaissez ce moment où, en fait, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous avez juste envie de tourner et partir. Puis en fait, il y a quelque chose en vous qui dit non, il faut quand même que j'y aille. Il faut que j'aille voir ça. Alors là, c'est décrit sous douleur, mais ça peut être justement une sensation qui est pas agréable. Mais qui dit, oui, c'est juste d'y aller. Comme thérapeute, comme physiothérapeute, je travaille aussi bien sûr avec le toucher. Ça, c'est la douleur qui est là quand quelqu'un dit « ça fait mal, mais ça fait du bien ». Je ne sais pas si vous vous faites masser de temps en temps, et quand la personne masse, puis il y a un point là-haut qui est douloureux, puis il y a un nœud, puis ça fait mal, mais on dit « non, non, mais il faut rester, allez-y, allez-y ». C'est aussi ce genre-là de douleur. Et c'est aussi la sensation qu'on a quand c'est inconfortable, mais on sent que c'est juste. C'est aussi la sensation, la douleur qui vient quand je ne sais pas ce qui va se passer, et puis que j'y vais quand même en étant le plus honnête possible et en étant, je dirais, à découvert. C'est vraiment je ne dirais pas le pas dans le vide, mais le pas dans l'inconnu. Moi, l'expression que j'ai souvent, c'est je ne sais pas où j'y vais, mais j'y vais. Donc là, je vous laisse juste un petit moment par rapport à ces 4 points, de faire référence un peu à vos expériences et d'essayer de retrouver cette sensation qui est peut-être désagréable, mais qui donne une information, je dirais, importante ou intéressante à suivre. Et quand ou si vous êtes en contact avec cette douleur, vous pouvez remarquer si ça change quelque chose dans votre posture, ça change quelque chose dans votre attitude intérieure.
Et maintenant, je vais vous présenter la dirty pain. Donc ça, elle correspond plutôt à l'expérience de l'évitement, du déni, de la banalisation. Et si je prends le cadre du racisme, ça m'est arrivé quelquefois de raconter un événement qui m'était arrivé, et puis la réaction de la personne en face, c'était « Oh, mais il faut en rire » ou elle en riait. C'est aussi l'expérience de la victimisation qui rend l'autre responsable. Et aussi ce que j'ai appelé le centrisme blanc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre à plusieurs reprises, justement en parlant des expériences que j'ai faites, des expériences difficiles, des expériences douloureuses, des expériences qui m'ont touchée. Et la personne en face, comme c'était probablement pas facile pour elle de rester avec ce que je racontais, donnait tout de suite un exemple de ce qui lui était arrivé quand elle était en vacances dans je ne sais pas quel pays et que le serveur ou la serveuse a eu telle et telle attitude. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une difficulté pour la personne de juste écouter et de ne pas se référer à une expérience qu'elle-même avait vécue. Et ces attitudes peuvent engendrer des réactions qui vont générer encore plus de douleur. Parce que c'est sûr que quand on se retrouve face à une réaction de déni ou de banalisation, ça peut être dénigrant, ça peut être douloureux. Ou alors, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois de recevoir de l'agressivité en face, parce que ce que je disais dérangeait. Et ce qui va aussi caractériser cette dirty pain, c'est dans la posture, au niveau physique, ça va être une posture qui n'est pas une posture redressée, comme je disais avant, qui est plus liée à la dignité, mais une posture qui va plutôt être affaissée, fermée, fuyante. Maintenant, cette dirty pain, clean pain et dirty pain se retrouvent chez tout le monde, aussi bien chez les personnes blanches que chez les personnes racisées. Et là, je décris comment ça se manifeste chez les personnes racisées. C'est entre autres la haine de soi-même, l'autolimitation, le manque d'estime de soi, et aussi le manque de confiance envers d'autres personnes racisées en restant accroché à la référence blanche. Et ça, c'est ce que je vais appeler le racisme internalisé. Chez les personnes blanches, ça va être la culpabilité, la pitié, le fait de vouloir sauver, ou dans cette attitude, souvent ça va infantiliser la personne qui est en face. Il y a aussi devenir fragile dès que cela devient inconfortable. Donc là, je vais vous proposer de nouveau une petite intériorisation de voir par rapport à cette dirty pain où nous en sommes. Parce que là aussi, nous avons toutes et tous une partie de cette forme de douleur qui est en nous. Et là, l'idée, ce n'est pas du tout de juger, mais c'est de faire un constat, et un constat pas juste de « ah oui, effectivement, je le remarque », mais de peut-être dire « ah ben merde ». Excusez-moi du terme, mais voilà, je remarque qu'en fait, oui, j'ai tendance à tourner la tête, ou j'ai tendance à dire « mais non, c'est pas grave, ça n'existe pas ». Voilà. Donc je vous laisse un petit moment, ou je nous laisse un petit moment, pour faire ce constat aussi à l'intérieur de nous.
Et vous pouvez faire quelques grandes respirations, changer de position, retourner dans quelque chose de plus confortable. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Oui, ça va pour l'instant? D'accord. Dans les 2 diapos suivantes, là je vais parler de manière un peu plus concrète des effets du racisme structurel. En premier temps, au niveau des émotions et des ressentis. Donc là, il y a une liste, je dirais, d'émotions et de sensations, de ressentis, comme la douleur, la colère, vexation, tristesse, peur, frustration, confusion, doute, etc. Parce que la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Je pense que ce n'est pas difficile d'imaginer que justement ces émotions peuvent être présentes. Maintenant, quand des situations amènent ce genre d'émotions, je dirais, soit de manière intense, soit de manière répétée, l'organisme, le système de la personne va plus réussir à se réguler. Et ce n'est pas un niveau, comment dire, c'est pas un niveau mental, hein, c'est vraiment un niveau physiologique, dans le sens où quand je dirais les situations sont répétitives ou intenses, le système de la personne va se sentir attaqué dans son intégrité. Et là, il y a quelque chose dans le système de protection qui va se mettre en route, qui n'a rien à voir avec le mental. C'est une autre partie du cerveau. C'est une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc, vous pouvez imaginer qu'il est là depuis très très longtemps. Et ces émotions qui sont au milieu peuvent devenir de l'hypersensibilité, de la révolte, de la violence, de la haine, de l'angoisse, de l'agitation. Je vais juste revenir sur l'hypersensibilité parce que j'ai eu plusieurs fois des questions à ce sujet-là ou des remarques en disant oui, mais il y a, je sais pas, il y a telle personne, elle supporte absolument rien. Toute remarque qu'elle va entendre est prise comme une remarque raciste où elle va tout voir à travers ce filtre. C'est pas fait de manière volontaire. C'est simplement qu'il faut imaginer cette personne qui est toujours en fait à fleur de peau et toujours aux aguets. Son système n'arrive plus à se reposer et à aller dans un état où la personne va se sentir de nouveau en sécurité, simplement. Et les émotions, les ressentis que j'ai mis en dessous, alors, soit la personne passe aussi des émotions qui sont au milieu à celles qui sont en dessous, qui sont entre autres l'indifférence, l'impuissance, la dépression, le découragement, l'humiliation, la perte de motivation, la perte de confiance, etc. Mais ça peut aussi être que quelqu'un qui est longtemps dans l'angoisse, à un moment donné, va comme décompenser et de l'angoisse va tomber dans la dépression ou le découragement. Donc une fois encore, c'est l'intensité, la répétition qui va faire que des émotions qui pourraient être tout à fait gérables, des états internes qui pourraient être tout à fait gérables, ne le deviennent plus et deviennent, je dirais, presque chroniques.
Et à partir de là, j'ai décrit dans les effets du racisme structurel, j'ai décrit les comportements de compensation. Parce que si je vis quelque chose qui ne devient plus supportable, ben je vais faire quelque chose pour que ça diminue, pour que ça devienne de nouveau vivable pour moi. Et souvent, c'est à travers le comportement. Il y a des comportements qui vont se mettre en place pour ça. Donc le premier que j'ai décrit, c'est lorsqu'on ne correspond pas à l'image attendue. Donc dans le racisme structurel, il y a vraiment toute une partie qui est basée sur les stéréotypes et les préjugés. C'est-à-dire que les femmes noires sont comme ci, les hommes noirs sont comme ça, les femmes asiatiques sont, etc., etc., les hommes musulmans. Donc il y a toute une liste de stéréotypes et de préjugés. Et quand on ne correspond pas à l'image qu'on est censé, le cadre dans lequel on est censé rentrer, on va développer soit de l'hypervigilance et du contrôle, donc je vais faire attention à tout ce que je fais, à tout ce que je dis, ou alors, à l'inverse, une attitude de bravoure qui va un peu avec « en fait, je m'en fous et je fais ce que je veux ». Ça peut aussi aller avec en fait, je vais vous montrer qui je suis. Mais tout ça, ce sont des attitudes, des comportements de compensation. Ensuite, il y a le fait d'être en marge, être invisibilisé. Comme l'a dit mon collègue, entre autres dans l'histoire, les personnes personnes racisées ne se retrouvent pas. Il n'y a pas de référence à leur propre histoire, mais ça c'est un exemple parmi d'autres. Donc le fait d'être mis en marge donne la sensation qu'on doit en faire encore plus pour gagner sa place. J'ai un très vieux souvenir de quand j'étais je pense au tout début de l'école primaire, où j'ai tiré la conclusion que pour avoir la même chose que mes autres camarades de classe, je devais en faire 2 fois plus. Et je ne sais pas d'où c'est venu. Alors, je pense qu'à cet âge, je ne l'ai pas formulé, mais j'avais déjà compris à l'âge de 6-7 ans que pour avoir ma place, il fallait que j'en fasse beaucoup plus que mes camarades blancs et blanches. Une autre attitude, c'est de se mettre encore plus en marge. Il y a quelque chose comme revendiquer le fait d'être différent, revendiquer le fait d'être autrement. Alors, ça peut être un choix, mais ça peut être aussi une réaction. Et le point suivant que j'ai noté, c'est être aussi différent par rapport à la norme blanche. Donc, c'est se trouver à un endroit où on n'est pas censé être, où on n'est pas attendu. Donc là, ça c'est un phénomène que je vois chez beaucoup de personnes, c'est de la suradaptation et être irréprochable. C'est ce que j'appelle devenir encore plus blanc que les blancs. C'est ce blanc. Quelque part, c'est vraiment se blanchir. Et avec ça, il y a énormément il y a beaucoup de normes blanches en fait qui sont internalisées. Et moi, je me suis rendu compte il n'y a encore pas très longtemps que le regard que j'ai sur moi, c'est un regard blanc. Et l'autre attitude possible, c'est le décrochage. C'est-à-dire que, voilà, c'est trop, ou alors je joue pas le jeu. Et puis, voilà, je laisse tout tomber, ces normes-là, ce système-là, je ne veux pas y être, et puis la personne décroche. Il y a un film qui est sorti il y a quelques mois au cinéma,
qui s'appelle Armageddon Time. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont vu, un film américain, où il y a vraiment l'exemple à l'école d'un élève blanc et avec son camarade noir. Et c'est très très bien, je dirais, décrit comme cet enfant vraiment va petit à petit décrocher parce que justement son enseignant va toujours le mettre dans la position de celui qui fait des problèmes. Et c'est très intéressant de voir comment il rentre en fait, comment il est pris dans ce jeu. De toute manière, c'est celui qui fait des problèmes et puis il n'a aucune chance et on le voit de plus en plus décrocher. Et tous ces comportements de compensation, ça amène beaucoup de stress, beaucoup d'efforts. Entre autres, vraiment, si vous imaginez le fait de devoir être irréprochable, c'est des efforts constants qui amènent souvent à un épuisement. Et je rencontre beaucoup de personnes racisées qui viennent chez moi parce qu'elles sont, je dirais, en épuisement et beaucoup en perte de sens. C'est-à-dire qu'elles ont essayé de faire tout juste, elles ont cliqué toutes les cases, toutes les bonnes cases, et puis elles ont l'impression qu'elles n'y arrivent pas et que ça finira jamais et que c'est sans fin. Et pour illustrer ces effets du racisme structurel, dans un premier temps, j'ai repris le témoignage de mon collègue quand il parlait de son enseignante à l'école, c'était quoi, le Realschule, à l'école primaire, je crois que c'est ça. Et puis j'ai ressorti de son témoignage en fait les effets de ce racisme structurel chez lui. Dans la situation même, il a bien décrit la douleur, l'humiliation et le fait de ne pas comprendre, que moi j'appelle la confusion. Et ce qui m'a beaucoup touchée quand j'ai lu son témoignage, puisqu'il me l'a envoyé avant, c'est de voir encore aujourd'hui comment il a encore vraiment ce sentiment d'impuissance par rapport à cette situation. Cette question qui paraît assez folle, mais où il se demande avec son collègue, est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on est devenu quelqu'un? Alors que ce soit son collègue qui est docteur en chimie ou M. Kutcher qui est directeur d'école, extérieurement on aurait envie de dire « mais oui, bien sûr que tu as réussi, mais pourquoi tu te poses cette question ?» Et c'est quelque chose à l'intérieur de lui qui est encore là et où il se demande « est-ce que j'ai réussi ?» avec toute la douleur qui l'accompagne. Et puis un point que j'ai relevé dans son témoignage, quand il met que depuis sa position privilégiée, il peut relativiser le fait qu'il a été touché. Et pour moi, ça c'est aussi un effet du racisme structurel qui va dans les dirty pain, qui est que pour lui-même, il banalise sa situation. Et s'il le fait, c'est probablement pour que ce soit plus supportable, parce qu'il y a de la douleur encore et il y a de l'impuissance. Donc, oui, c'est des effets à long terme chez une personne qui a, on pourrait dire, réussi, qui a coché toutes les cases, qui a fait énormément d'efforts et qui s'est énormément investi, et qui aujourd'hui se demande encore s'il a réussi son parcours. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup touchée de lire ça. Et par rapport à sa question de qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui n'arrivent pas à passer par-dessus les obstacles, alors, il n'y a pas une réponse, tout va dépendre de qui est la personne, de quels sont les obstacles qui se trouvent sur son chemin. Mais je pense que ce que je peux constater, c'est que souvent, on va rester bloqué dans une ou quelques
d'attitudes de compensation qui deviennent automatiques. Et quand on est là-dedans, on réagit et on n'a plus le choix de nos actions. Et je pense que ça, c'est l'effet le plus important de ce racisme structurel, c'est de vraiment amener les personnes concernées dans des réactions pour je dirais tenir le coup ou pour avancer, passer les haies. Mais malgré tout, ça reste des réactions et ce n'est pas des actions où on a le choix. Et maintenant, de nouveau, pour illustrer les effets de ce racisme structurel, j'ai aussi préparé mon témoignage. Et le cadre que j'ai pris, c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai préparé cette conférence. Je vais vous le lire, parce qu'autrement, voilà. Et ce que je vous propose aussi, là, c'est... Alors, vous pouvez écouter avec vos oreilles, mais aussi de temps en temps, aller dans ce que ça a fait en vous, ou pas, ce qui est aussi tout à fait possible. Lorsque j'ai reçu l'invitation de participer à cette conférence, j'ai tout de suite été enthousiaste. Les entretiens téléphoniques et la rencontre avec mesdames Goy et Maradon réveillaient en moi cette belle excitation qui ouvre l'esprit et le cœur. Mais une fois cette phase passée, une sorte de voyage intérieur a commencé et m'a amené dans mes ombres et mes limitations. Avec un peu de recul, j'ai pu les identifier comme des formes de racisme, et là je rajoute aussi et de sexisme, parce que je suis une femme noire, donc il y a les stéréotypes pour les personnes noires et il y a les stéréotypes pour les femmes. Structurel et internalisé. C'est donc ce voyage que je vais partager avec vous. Il y a eu d'abord le doute sur mon intelligence, sur ma capacité à préparer et donner cette conférence. Même si rationnellement je savais en avoir les compétences, il y avait cette graine gâtée, plantée en moi il y a très longtemps, en réalité déjà chez mes ancêtres, et qui dit « les Noirs ne sont pas intelligents ». Cela a également réveillé le doute sur ma légitimité, avec la question de « ai-je le droit d'être sur scène ?» non pas pour divertir comme les sportifs, sportives et les artistes, mais pour informer, transmettre mes connaissances, plutôt que d'être l'ignorante, je dirais même la sauvage qui doit être éduquée. Les missionnaires, ça vous dit quelque chose? Puis je me suis rendu compte que j'allais être au centre de l'attention. Alors que très tôt enfant, on m'a fait comprendre que j'étais trop visible et que c'était dans mon intérêt d'être discrète. Alors heureusement, je n'y suis pas vraiment arrivée. Et enfin, la dernière confrontation avec moi-même est survenue lorsque j'ai réalisé que j'allais recevoir un honoraire, reconnaissant la valeur de mon travail et mon expérience. Cela allait à l'encontre de plusieurs siècles d'histoire pas encore terminée, d'exploitation non rétribuée à travers l'esclavage, ou très mal payée, comme dans des travaux agricoles et miniers encore aujourd'hui en Afrique, ou de soins et de services ici en Occident. Ici, les femmes noires, elles sont attendues justement pour prendre soin des autres personnes. Il y a les nounous, il y a toutes les personnes qui travaillent justement dans les hôpitaux, dans les EMS, etc. Et puis, tous les métiers de service qui sont en général vraiment mal payés. Et je rajouterais, que aussi c'est attendu des femmes noires qu'elles soient aussi prostituées. Préparer cette conférence m'a demandé de rencontrer différents endroits inconfortables et douloureux en moi, comme mon manque de confiance en moi, au goût de tristesse et d'impuissance,
ma lutte quasi constante entre mes envies et mon autocensure, aussi entre espoir et désespoir, effort et découragement, ma peur de ne pas être prise au sérieux, de ne pas être écoutée, de ne pas être crue, et ma grande peur d'enfant d'être punie et écartée du groupe parce que, selon mes enseignantes et éducateurs, éducatrices, je riais trop fort et prenais trop de place. Mais préparer cette conférence m'a surtout permis de traverser mes ombres et de retrouver cette partie joyeuse et aventurière en moi qui me donne envie d'être en lien avec d'autres personnes et de partager aujourd'hui, ici avec vous, du savoir et des expériences humaines. J'ai également connecté cette énergie qui me donne la force de repousser mes propres limites et d'aller vers l'inconnu. Voilà. J'ai encore une petite... La présentation n'est pas terminée. Merci. Voilà. Et la dernière partie de la présentation, je l'ai basée sur le vivre ensemble, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je crois que j'ai choisi il y a longtemps dans ma vie, je ne sais pas quand, que si je prends le thème du racisme, je peux me dire, je peux lutter contre le racisme, d'accord, mais je peux aussi faire quelque chose pour. Et pour moi, le pour, ça va avec le vivre ensemble. Alors, j'ai cherché des illustrations sur Internet où il y avait à la fois la diversité et l'éducation. Maintenant, il y a un stéréotype très fort sur cette photo. Est-ce que vous avez... Quel est le stéréotype ? Voilà, ben voilà, c'est l'enseignant homme blanc qui instruit tous ces jeunes personnes. Volontairement, je l'ai quand même mise parce que je n'ai pas trouvé d'autres images. J'ai cherché, j'ai mis tout sur les moteurs de recherche, j'ai mis enseignants noirs, enseignants asiatiques, enseignants femmes. Alors oui, j'ai trouvé une photo où il y avait une enseignante femme noire, mais qui enseignait à des enfants noirs en Afrique, où ils étaient assis par terre. Voilà, ce n'était pas non plus le cadre. Donc j'ai quand même choisi de la mettre pour vous dire que, voilà, comme enseignant, je pense que ça représente bien aussi ce que j'appelais l'invisibilité. Chacun doit être à sa place. Donc, dans le vivre ensemble, nous vivons dans une société qui est multiculturelle et diversifiée. Ça fait longtemps, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, on va pas dire siècles que c'est comme ça. Je dirais que ça nous plaise ou non. C'est la réalité, ce sont les faits. Donc, à partir de là, c'est de justement voir comment on peut développer ce vivre ensemble au-delà des stéréotypes et au-delà des préjugés et des idées qu'on a sur qui est qui et qui doit où. Là, il y a une phrase de Nelson Mandela qui me plaît beaucoup. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Alors, effectivement, changer quelque chose dans l'éducation et en plus dans le racisme dans l'éducation, ça peut paraître une tâche immense, mais j'ai trouvé une autre citation, un proverbe africain que j'aime beaucoup. Si tu te crois trop petit pour influencer le monde, c'est que tu n'as jamais passé la nuit avec un moustique. Voilà. Donc même si on a l'impression que, si j'ai l'impression que ma contribution est petite, c'est pas moi qui vais mesurer l'impact de ma contribution.
Et j'ai envie de vous présenter de manière très brève l'Ubuntu, qui est Ubuntu, c'est un mode qui vient de la langue Xhosa, d'Afrique du Sud, qui est une philosophie africaine, qui peut être définie de manière très brève par je suis parce que nous sommes, qui est vraiment développée sur le fait de vivre ensemble, d'être ensemble, et qui a beaucoup inspiré, je dirais, mes maîtres à penser, qui sont Nelson Mandela et Desmond Tutu, qui, au moment de la fin de l'apartheid, ont mis sur pied la commission de vérité et réconciliation. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, justement dans l'idée que en fait, les personnes, que ce soit les victimes ou que ce soit les personnes qui avaient commis des actes de violence, puissent les exposer et qu'en fonction de voilà, différents critères, il puisse y avoir une amnistie. Mais c'était surtout pour éviter que le peuple noir aille dans des démarches de vengeance. Et moi, c'est une philosophie qui m'inspire beaucoup. Et la première phrase de Desmond Tutu, que j'avais envie de vous citer, c'est « Les différences ne sont pas censées séparer, aliéner. Nous sommes juste différents afin de comprendre que nous avons besoin les uns des autres. » Et la deuxième de Nelson Mandela, « Les gens sont des êtres humains produits par la société dans laquelle ils vivent. Vous encouragez les gens en voyant ce qui est bon en eux. » Et maintenant, pour illustrer un peu plus vivre ensemble et le fait d'aller vers l'autre plus par rapport à les choses qu'on peut partager en commun plutôt que les différences, je vais vous montrer une petite vidéo qui est sur YouTube, que j'aime beaucoup. Alors là, il faut juste que j'arrive à... Je ne suis pas très... Voilà. Alors la vidéo est en anglais et il y a les sous-titrages français. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem her i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely.
We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. Voilà. C'est une vidéo qui avait été faite comme publicité pour une chaîne télévision danoise. Mais voilà, je la trouve vraiment très très bien faite par rapport à être avec ce qui nous rassemble et ressemble et pas avec ce qui nous sépare. Voilà. Alors. Voilà. Désolée. Là, j'ai mis une petite bibliographie des livres qui m'ont beaucoup inspirée. Le premier, c'est un livre qui est sorti l'année passée, qui s'appelle, la traduction en français, c'est « Ce que les personnes blanches ne veulent pas entendre sur le racisme, mais qu'elles devraient savoir ». Et il est vraiment... alors, il n'est pas encore traduit en français, je crois, mais il est vraiment... je le recommande pour les personnes qui sont de langue allemande. Après, il y a le livre de Resmaa Menakem, ce thérapeute afro-américain, lui qui est basé beaucoup sur le traumatisme. Après, un livre de Grada Quilomba, qui a une dizaine d'années, où elle décrit vraiment le racisme de la vie de tous les jours. Et puis, le livre de Mungin Gomane sur l'Ubuntu, Je suis car tu es. Et la vidéo All That We Share que vous venez de voir sur YouTube. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Ça va avec le timing?